Parce qu'il est, durant notre existence, des dates qui nous marquent à jamais, des petits moments vécus qui rendent la vie d'une richesse infinie, des fiertés qui nous poussent inéluctablement vers le haut, des violons d'Ingres qui nous prémunissent de la morosité. Je me suis arrêté sur l'idée d'agglomérer plusieurs de mes passions en un seul séjour, afin de mettre en pause cette calamité que nous appelons routine. Du voyage, de la découverte, de l'histoire, des nouvelles rencontres aussi éphémères soient-elles, de la moto et un tantinet de vidéos. Il ne manquait plus au tableau qu'un peu de phrasé, car oui, je me suis découvert une véritable passion, affection pour le mot, de sa plus simple à sa plus sibylline expression. Oh là 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 là. Donc, pourquoi ne pas profiter de cette modeste exploration pour rendre visite à un des maîtres en la matière, j'ai nommé Monsieur Jacques Prévert. C'est décidé, c'est donc en direction de la Normandie que j'improviserai mon errance. Mon parcours, qui se fera au gré de mes folies, me fera donc faire une halte non seulement dans le village du poète, mais également à ses deux derniers havres de paix, sa demeure et sa tombe. De quoi se remémorer les poèmes appris jadis et validés comme s'il en était nécessaire, ô combien cet homme aimait se jouer des mots. J'ai donc décrété, juste en son honneur et pour la suite de la vidéo, d'user à mon humble niveau d'un langage qu'il affectionnait. Partir, profiter, découvrir et lézarder. Sortir de ma zone de confort en m'octroyant quelque temps mort. Enterrer ma routine, contre laquelle souvent je rumine, et la mettre de côté pour me retrouver enfin en paix. Voilà quelle était l'idée. Mon choix a vite été pris. Ce sera la Normandie et ses ravissantes bribes de paradis. Cinq jours de totale liberté, durant lesquels j'ai bien l'intention d'improviser, de contempler, de rencontrer, de rouler, de bronzer, de filmer, de partager. Enfin, vous avez saisi l'idée. Et donc, une fois octroyé quelques bagages supplémentaires au char d'assaut, me voilà parti, le samedi, assez tôt. La pluie, le vent, la grisaille et la monotonie autoroutière n'auront pas raison de cette excellente entrée en matière. Oui, un sympathique abonné et quelques motards passionnés m'attendaient déjà pour une petite balade en pays de Bray. Tout fut parfait. Des routes bien sillonnées jusqu'à cette belle surprise qui m'attendait. Une boustifaille à grands coups de viande grillée, dans un domaine non moins coquet. Seb, Fabienne, Eddy, c'est avec mon cœur que je vous dis merci. Ma traque de liberté se poursuivit ensuite sous un soleil d'été et une fois ma chaumière de toile installée, il ne me restait plus qu'à profiter. Cette base avancée me facilitant assurément bien des accès à ces bijoux candidement visités. Fait-il de moi un être empli de perversité, de dire à quel point ces lieux à l'histoire bouleversée sont de toute beauté ?
Quelle bonne idée ce fut de me rendre en ces lieux magnétiques durant la commémoration de notre France libérée, rendant ces sites un brin artistique et me permettant un partage bien plus approprié. Mes journées se résumèrent à déambuler le long des côtes jadis si meurtrières et à n'utiliser que la superbe du soleil couchant comme seul point de repère. Qu'il est bon de changer d'air. Si je peux m'arrêter là-haut, je vais m'arrêter. Une journée entière fut réservée à l'unique Cotentin. Et que dire sinon que je n'y suis pas allé en vain. Des ports pittoresques, des vues à couper le souffle, des falaises rocambolesques et des virages trucs de ouf. Ne négligez jamais cette péninsule, elle fera toujours la part belle à votre réticule. Par la suite, je me dirigeais vers d'autres perspectives, histoire de mettre en exergue la mémoire collective. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier bastion de l'Europe à l'ouest, fut arrêtée naguère la marée de l'oppression allemande. Il est aujourd'hui la base de départ de l'offensive de la liberté. La Normandie est jolie, elle est accueillante, mais elle est aussi emplie de mélancolie et quelque peu bienfaisante. Une part d'elle a été éventrée, mais c'est avec fierté qu'elle s'est relevée. Cette petite parenthèse touristique, historique et reposante m'aura une nouvelle fois conforté dans l'idée qu'il faut se donner les moyens et du temps pour souffler, pour décompresser. Qu'est-ce que c'est beau les amis! Nul besoin d'aller forcément très loin, mais juste de faire une pause. Merci d'avoir visionné cette vidéo un peu différente, j'en suis conscient. Laissez-moi en commentaire vos impressions. Elles m'aideront pour la suite. Oh là 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 là. Wouh! Yeah! C'est magnifique. Likez ou dislikez la vidéo et je reviendrai aussi plus précisément sur quelques sites survolés ici, dans de futures vidéos. Bon, ça vous dérange pas que je vous filme? Salut les amis, là je suis aux grandes ventes, les grandes ventes.
en Seine-Maritime. J'ai mis 2 heures à peu près pour arriver ici. Où j'ai rejoint Sébastien qui est juste devant moi en Varadero 1000. On va rester quelques heures ensemble. Ils vont me faire visiter une petite balade, le secteur, donc secteur de Dieppe. Et puis après, il a eu la gentillesse de m'inviter à manger. Donc on va faire un petit barbecue. Et ensuite, il me remettra sur l'autoroute et puis je continuerai mon périple. Donc let's go pour la petite balade. Ça commence plutôt pas mal. Vu les routes là, j'ai l'impression. Ils m'ont prévenu que ça allait être en mode balade, en mode pépère. Eh ben c'est très bien, ça me va. Ça me va les amis, ça me va. L'autoroute, j'ai rien filmé, je vais pas le filmer le départ de chez moi parce que pour la simple raison que je me suis tapé de la pluie, du vent, du crachin, du brouillard, du froid, enfin tout ce qu'il faut pas finalement, mais c'est pas grave, je suis parti quand même. Bon, c'était dur hein, en ouvrant le garage de voir la pluie, donc là j'ai encore le pantalon de pluie que j'ai laissé, j'enlèverai tout à l'heure quand on arrivera, j'espère que ça va se découvrir un peu. Alors, en tout cas j'ai la banane, hein, c'est vraiment bien de à la Small Moto là, Sébastien qui répond à une des dernières vidéos que j'avais faites en disant ceux qui veulent rouler, m'accueillir un peu sur leur route, et ben il m'a pris au mot et puis nous voilà quoi. Ouais, il fait 15 degrés, c'est pas hyper chaud, c'est pas hyper éclairé, ça va pas mettre super en valeur les routes qui sont en train de me faire découvrir, mais elles sont, voilà, c'est pas mal, pour l'instant c'est pas mal, c'est très boisé, il y a des virolos, donc que demander d'autre. Regardez, c'est vraiment beau ça, sympatoche, le terme des années 80 tu sais. Est-ce que ça fait du bien de suivre un convoi, enfin de suivre des motos? Et c'est vrai qu'habituellement quand je pars avec les potes, c'est souvent, très souvent, 99,9% du temps, c'est moi qui prépare le parcours, donc c'est moi qui suis devant finalement. Il faut que je leur demande de me doubler pour qu'on puisse les voir en caméra et puis pour que je puisse profiter un peu de l'arrière de leur moto, on va dire. Donc c'est très très bien, ça change, c'est cool. Donc je disais, ouais, j'ai mis 2 heures pour venir par autoroute. Bon, c'était vraiment pas terrible. Je reprendrai 1h20, 1h30 tout à l'heure, une fois que j'aurai laissé Seb et ses amis, pour repartir du côté des plages de Normandie, où je me trouverai un camping, j'installerai tout, et ensuite si j'ai encore un peu de temps, j'irai me repromener un petit peu dans le secteur. C'est sympa, hein, très sympa pour se balader. Voilà, pas d'arsouille, on cruise tranquille. Salut l'ami. Et c'est une très belle philosophie les amis. Je roule avec des gens que je ne connais pas. Donc c'est la première fois que je les vois quoi. Et c'est bien, on va discuter un petit peu. Ça va être sympa cet échange je crois. Regardez comme c'est sympa ici. Je vais garder un peu mes distances parce que le problème c'est quand on roule, quand on cruise avec des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ils anticipent un moteur ou dans les virolos comme ça, donc je vais garder un petit peu plus parce que là ça fait 2-3 fois que je dois me contraindre à freiner un peu dans le virage, et vous savez, freiner et virage ça fait pas bon ménage. Ah, il y a des sentiers aussi, il y a de la pampa par ici. Alors je sais pas si c'est ici ce qu'on appelle le pays de Bray, mais je vois quelques panneaux qui ont l'air de correspondre à ça. Voilà, Ménière en Bray. Et Fabienne devant là-bas sur son custom qui roule pépère, elle a bien raison, en mode balade. Et ça monte. Là, ça monte bien. Les vaches normandes.
Bon les amis, je ressors du gîte dans lequel Eddy et Fabienne nous ont reçus avec Seb qui est devant. C'est un gîte, je mettrai là en dessous leurs coordonnées. Franchement, ils ont le cœur sur la main, j'ai passé un moment extraordinaire. Voilà, on est resté bien plus longtemps que ce que j'avais prévu, voilà, mais c'est rien, c'est pas grave. De toute façon, je suis parti pour une semaine en improvisation aussi. Voilà, j'ai checké des lieux où j'ai envie d'aller. Si j'ai pas le temps de tout faire, c'est pas grave, ce sera une excuse pour revenir. Toujours suivre un GPS, c'est bien, mais il faut aussi des fois laisser un peu la place à l'impromptu. Donc là, je suis Seb, qui ne fait pas que me ramener au niveau de l'autoroute, mais va me montrer une vue apparemment qu'il faut absolument que je vois du côté de Dieppe. Ça va être cool, regardez-moi ça, c'est joli quand même. Le pays de Bray. Donc je reviendrai peut-être avec les potes. Ce sera l'occasion aussi peut-être de venir louer le gîte de Fabienne et Eddy. Ils m'ont bien accueilli, j'ai mangé comme un roi. C'était génial, franchement, j'ai bien rigolé. Et mon voyage commence très bien les potos. Franchement c'est cool. Merci à toi encore Sébastien pour ce partage. Franchement c'est top de ta part. Alors là je vais vous dire un truc, il fait soleil, 18 degrés. Mais je suis en bas à droite tout de suite pour regarder ce temps là toute la semaine. J'ai pas besoin de plus. Et voilà, on arrive au pont de Normandie. Alors je peux vous dire, je vois la bannière là, il n'y a pas de vent du tout. Et voilà, là-bas. Alors il y a un péage, sauf que si ça n'a pas changé, waouh, c'est gratuit pour les motos, enfin pour les deux roues. Vous voyez, c'est ici. C'est là. Allez, là ça grimpe. Et même les vélos. Ah, c'est quand même une belle bâtisse. Quand même bien fichu. Wow. Même quand il n'y a pas de vent, là-haut, ça souffle. Mais ça va. Franchement là c'est finger in the noise. Voilà, maintenant on est dans le Calvados. Et voilà. Few moments later. Minutes later.
ça tombe bien. Là, je suis à Juno Beach, vraiment au passage ici. La Croix de Lorraine, là juste ici. Comme il y a un peu de vent, vous allez mal m'entendre. Je vous reprends en voix off et je vous explique tout ça. Allez, c'est parti les amis. Après avoir eu la chance de me rendre ici par la plage, mon camping ne se trouvant qu'à 1 kilomètre à peine, je me trouve sur un lieu chargé d'histoire, au niveau des plages de Juno Beach, longue de 8 km. On est situé entre Gold Beach à l'ouest et Sword Beach à l'est. Je suis exactement sur la commune de Grey-sur-Mer, à quelques encablures de Courseulles-sur-Mer. Juno Beach a été prise par la 3e division d'infanterie canadienne assistée par la Royal Navy britannique et la Marine royale canadienne. Pour un total de 23 000 hommes, 1204 périront, qui ont dû essuyer, malgré les bombardements préliminaires, finalement peu efficaces, les coups de semonce des canons de 88, 75 et 50 mm tirés par 4 nids de résistance sur les plages. Il y a ici la présence d'un petit mémorial, situé sur la plage, à l'entrée de la première brèche établie par les forces alliées du 6 juin 1944, brèche où passèrent quelques jours plus tard, entre autres, Winston Churchill et le général de Gaulle. Pour la petite histoire, il refoulait sa France libre ici même le 14 juin 1944, après une traversée à bord du torpilleur La Combattante. Une croix de Lorraine de 18 mètres de haut a été érigée en 1990 à quelques mètres et face à la mer, en mémoire à ce premier pas foulé en territoire libéré. Ici se trouve le char Churchill. Ce char, Charlie One, a une histoire incroyable. Il s'agit d'un char d'infanterie anti-obstacle de 36 tonnes qui a appartenu au 26e escadron du génie mécanique. Le 6 juin 1944, il fut englouti dans un trou de bombe marécageux de 4 mètres. 4 de ses 6 occupants périrent sous le feu ennemi en tentant de s'y extirper. Seuls le conducteur et l'artilleur en sortirent blessés. Il fut vite recouvert d'un pont pour permettre le passage des troupes alliées dans cette brèche. Puis, il fut oublié à un long moment. Ce n'est que 32 ans plus tard, en 1976, qu'il fut déterré avec la participation des 2 rescapés, Bill Dune et Bill Hawkins, alors quinquagénaire. L'année suivante, il fut installé à quelques mètres seulement du lieu de cette mésaventure. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il a été superbement restauré et conservé. Sur ce site se trouvent également plusieurs blockhaus et bunkers d'observation et des lanceurs de bombes superbement conservés également. Revenons un petit peu au centre Juno Beach. Il s'agit d'un lieu de mémoire et un centre culturel. Fondé en 2003 par des vétérans et des bénévoles, il rend hommage aux 45 000 Canadiens qui ont succombé durant la Seconde Guerre mondiale, dont 5 500 rien qu'au cours de la bataille de Normandie, et 359 le jour J. Il présente l'effort de guerre civile et militaire de toute la population au Canada. Voilà les voyageurs, c'est maintenant l'heure pour moi de vous laisser ici et de vous dire à très vite pour la suite de ce trip en terre normande, avec de nouveau des sites passionnants à vous partager. Alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à liker la vidéo si le cœur vous en dit. Il y a tellement de choses à voir en Normandie. Au départ, je pensais partir également en Bretagne, mais mon séjour est un peu trop court pour pouvoir réellement en profiter. Du coup, je préfère faire les choses que je n'avais pas faites la dernière fois. Parce que vous vous souvenez, j'en avais déjà fait une vidéo avec un poteau. On était venu 3 jours, on avait fait toute la partie ouest en fait, des plages. L'étape suivante de notre périple nous emmène au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Étrangement, je m'y sens bien mieux qu'à Lacambe. Peut-être ces tombes disposées à perte de vue de façon chirurgicale sur une pelouse immaculée et d'un vert intense. Et cette douce brise marine aide à apporter cette atmosphère sereine. Je m'étais arrêté la dernière fois à Longues-sur-Mer, à peu près
Donc là je me cantonne à faire tout ce qui est à l'est et puis quelques petites surprises, vous allez voir. Donc surtout faut rester. Il va falloir vous abonner si vous voulez voir la suite des vidéos parce qu'il y aura plusieurs volets de cette exploration. Mais d'ores et déjà je vous promets de superbes plans. Ouais, de superbes plans. Enfin je sais pas s'ils seront superbes les plans, mais en tout cas c'est beau. C'est beau. Les côtes sont pour certaines un petit peu sauvages. Vous verrez aussi qu'il y a une journée dédiée au Cotentin où je pars jusque Barfleur, jusqu'au nez de Jobourg et c'est magnifique. Donc surtout, restez avec moi, restons ensemble les amis. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que vous allez voir, eh bien mon adaptateur micro est capoute. Oui, capoute, le terme des années 70 et encore. Je dois faire système D, c'est ma faute, hein, c'est moi qui l'ai cassé, j'ai mis le casque dans la tente, j'ai laissé la GoPro dessus et puis à un moment mon pied a tordu la cosse en fait. Du coup, système D avec le téléphone, j'espère que ça va aller et puis ça fera un peu plus de boulot pour moi encore, pour tout synchroniser, mais tant pis. Et c'est pour ça aussi que vous aurez aussi parfois des moments où, salut l'ami, vous n'aurez pas de voix comme ça en direct. On va prendre par là. En fait, je prends les petits trucs parce que je me suis trompé. J'ai un GPS et je sais même pas le suivre. Donc je suis dans un camping municipal mais très sympa. Que des camping-caristes, que des personnes, on va dire des retraités. On va pas dire des personnes âgées parce que les retraités sont pas forcément encore hyper âgés non plus. Les gérants sont hyper sympas. Donc je vous mettrai le nom ici là du camping pour celles et ceux que ça intéresse. Alors faut pas croire, les journées vont être bien remplies. Et vous allez voir, il y a vraiment de jolies choses à voir. Donc ce que je vous dis c'est let's go. Allez, c'est parti. Bon les amis, voilà, port artificiel La Romanche, c'est stupéfiant. Lors de la préparation de l'opération Overlord, les commandants alliés étaient tous d'accord. Il nous faut des ports en eau profonde pour débarquer les renforts sur le continent. Tous les grands ports français étant consciencieusement défendus, la solution fut d'assembler sur place un port artificiel à l'aide de composants créés en amont au Royaume-Uni. Nous sommes ici au Mulberry B, le seul qui ait été en fonctionnement. Le Mulberry A de Vielville-sur-Mer ayant été rendu inutilisable par une énorme tempête qui s'abattit sur la Manche entre le 19 et le 22 juin 1944. Alors je sais pas si vous allez m'entendre les copains, mais c'est top. Salut. J'adore cette ambiance. Allez-y. Allez-y.
Sur le bateau, il y avait des morts, il y avait des blessés, il y avait des soldats qui pleuraient en répétant « Maman, maman, maman ». Vous savez, les gens croient qu'on implore Dieu, mais quand on est en train de mourir, on implore sa mère. Ici, ce ne furent pas moins de 10 millions de tonnes d'équipements qui furent déchargés jusqu'au 29 novembre, date à laquelle il fut rendu inactif. Des vestiges de ce port sont encore visibles aujourd'hui, témoins silencieux de ce pari audacieux et de cette incroyable prouesse technique à l'époque. Un mécano de 500 pièces, conçu en 6 mois et installé en 8 jours. Néanmoins, des 200 caissons importés pour construire ce port, on constate qu'au fil des tempêtes, c'est environ l'un d'entre eux qui, chaque année, se fait engloutir par la mer. Et donc, si rien n'est entrepris pour la sauvegarde de ce patrimoine, il n'y aura malheureusement plus grand-chose à contempler à moyen terme. Voilà, pour ma part, j'ai profité encore un tantinet de cette agréable fin de journée pour rouler, les amis. Et le soir venu, quelle ne fut pas ma surprise lorsque le gérant du camping, me sachant nordiste et appréciant les motards, me propose, vous allez le voir, une assiette bien atypique, bien typique aussi, que je n'ai pu refuser. Bon, je crois que j'aurai plus faim après tout ça. Souvent, je me demande est-ce que ça en valait la peine. Je ne pense pas que c'est parce que personne ne se pose la question. Mais tout est oublié, n'est-ce pas? Tout est oublié. Salut les amis, ce matin on est à Barfleur, un petit port qui est appelé la perle du Val de Serre et qui est inscrit comme l'un des plus beaux villages de France. On comprend pourquoi, parce que rien que le port déjà, avec les mouettes qu'on entend au fond, l'église, c'est vraiment paisible et c'est vraiment top. J'adore ces petits villages qui finalement restent assez méconnus et vraiment très beaux.
Alors il faut savoir que, je l'ai lu bien sûr, je me suis renseigné, que Barfleur tire son nom du norrois, une langue de viking. Donc on peut se poser des questions, savoir si au début du début, cette ville n'a pas été l'objet de la tyrannie des vikings. Et ce qui est surprenant, moi je trouve ici, c'est quand même ces maisons en granit là, qui avancent vers la mer, vers l'Angleterre. C'est vraiment surprenant et c'est vraiment très beau. Alors ce serait ici, les amis, que fut construit le navire de Guillaume le Conquérant, qu'il utilisa pour aller vers Hastings en 1066. Ouais, en 1066, ça date pas d'hier quand même. Et il fit ce qu'on connaît, la conquête de l'Angleterre. Et ensuite, les ducs et les rois d'Angleterre en fait passèrent par ici pour gagner l'Angleterre finalement. Malheureusement, Édouard III a fait incendier tout le village au XIVe siècle, je crois, et il ne reste pas grand-chose, juste apparemment la cour Sainte-Catherine. Sinon, la plupart des habitations actuelles datent toutes entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Salut, alors j'ai posé mes roues, la moto est là-bas juste devant, dans un petit village, j'ose même pas parler fort tellement c'est calme. Les bruits des oiseaux, c'est d'origine, c'est pas moi qui les rajoute au montage. Et là derrière moi, vous avez une très vieille église avec un vieux cimetière. Nous sommes à Omnonville, dans le 50, Omnonville la petite. Et je vais vous amener, on va aller voir si c'est ouvert à la maison de Jacques Prévert, la dernière maison, avant qu'il malheureusement nous quitte. J'ai toujours aimé ce poète, je me suis souvenu qu'il habitait pour sa dernière demeure ici. Bon, on va aller voir ça, c'est à quelques mètres ici. Là. Alors les amis, malheureusement la maison Jacques Prévert est fermée juste le lundi. Donc je me suis posé là sur la pierre jouxtant la route juste à côté, mais juste derrière moi, c'était sa maison. Vous voyez, donc il y a des chaises dans le jardin, c'est franchement un bel endroit. Et juste là juste derrière moi en contrebas, je ne sais pas si vous allez entendre, il y a une source qui coule. Donc c'était au niveau inspiration, je pense, un bel endroit pour lui. Franchement, c'est d'une quiétude infinie. Et voilà, donc je voulais vous parler un peu de lui, parce que je trouve que c'est important.
Alors justement, il y avait un petit poème qu'il avait écrit et qui m'avait vraiment touché et qui est à propos justement de ce que je prône un peu sur la chaîne. La liberté, c'est pas partir, c'est revenir et agir. Ce n'est pas prendre, c'est comprendre et apprendre. La liberté, ce n'est pas savoir, c'est vouloir et pouvoir. Ce n'est pas gagner, c'est payer et donner. Ce n'est pas trahir, c'est réunir et accueillir. La liberté, ce n'est pas s'incliner, c'est refuser et remercier. Et ce n'est pas un cadeau, c'est un flambeau et un fardeau. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse et la noblesse. Ce n'est pas avoir, c'est un devoir et un espoir. Ce n'est pas discourir, c'est obtenir et maintenir. La liberté, ce n'est pas facile, mais c'est si fragile, la liberté. J'avais adoré vraiment ce poème. Voilà, j'espère qu'il aura entendu un peu de là-haut, à côté de chez lui. Voilà, c'était un petit hommage que je voulais lui rendre pour toutes les belles choses qu'il a écrites. Donc merci à toi, monsieur Jacques Prévert, pour toutes ces formes de style que vous avez utilisées dans vos poèmes. Et puis vous étiez un fou des allitérations, des néologismes, des aphorismes. Et merci beaucoup. Puis les calembours, ça c'était aux petits oignons. Allez, on continue le poteau. C'est pas magnifique les boss, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je comprends que Jacques Prévert soit tombé amoureux de ce village. Hein. Splendide. Splendide. C'est beau, regardez, c'est un peu vallonné. Il y a la mer, c'est vraiment très beau. Je peux pas plus longer la côte que ça là, c'est pas possible. Hein. Ah, cette route! Wow! Regardez-moi ça! Regardez ça les gens! Oh là 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 là! Regardez ça. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Bon bah les amis, il faut venir ici hein. Vous entendez ce petit bruit là? Qu'est-ce que c'est beau les amis! Bonjour.
C'est magnifique. Qu'est-ce que notre France est belle! Merci. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à ciao, prenez soin de vous, ride safe, profitez de la moto les gens. Salut les potos, salut les boss. Je profite d'être en road trip pour vous faire un petit retour sur justement le comportement de la moto en road trip. Alors on s'habitue très vite hein, au surpoids encore de la belle. Ça peut être un inconvénient, mais finalement, moi, ça ne l'est pas. Très joli ça, très très joli. Ça se transporte super bien, même avec toutes les valises. Le top case dans la version où je l'ai pris, très bien. Je mets tout le matos pour filmer dedans et c'est nickel quoi. C'est nickel. Salut l'ami. Au quotidien, vraiment pas compliqué. J'ai fait l'autoroute. 400 km pour le premier jour. Pas de fatigue, alors que c'était le premier jour, qu'il fallait s'y remettre un petit peu. Et puis pas de courbature, non vraiment, pas de problème là-dessus. Ça s'emporte bien. J'en doutais pas de toute façon. Hein. GSA OGS, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est vraiment pas fatigant, quoi. C'est pas une moto fatigante. Alors ce qui est amusant, pour faire le petit retour, hein, au camping, ce ne sont que des camping-caristes avec leur épouse. Ils viennent tous me voir en disant ouais j'ai eu une G80, ils me racontent tous leur vie mais c'est hallucinant, c'est super, enfin, c'est des belles rencontres. Là ils sont repartis ce matin, ils m'ont souhaité bon voyage, bonne continuation, ils m'ont dit que c'était super, ils m'ont demandé pourquoi j'étais tout seul.
Enfin voilà quoi, plein de questions comme ça, un petit peu personnelles et... Non, c'est super. Ils m'ont dit que la moto était très belle, ça allait me favoriser un peu le voyage et que j'avais bien raison d'en profiter. C'est exactement ça. Alors j'étais un Romanche par exemple aussi, et on est venu me voir plein de fois en disant waouh, je t'ai mis, super belle ta bécane. Donc ils me posaient des questions sur les valises. Voilà, vraiment beaucoup de rencontres. C'est super bien. Donc finalement, vous voyez, on part seul, on est en solo, mais on rencontre tellement de monde sur la route. On est rarement tout seul tout au long d'une journée quoi. Allez, on s'incline les amis. Alors je sais pas le taux d'inclinaison au maximum pour pas frotter avec les valises. Salut. Alors oui, le nombre de personnes aussi, d'anciens qui viennent me voir, à croire que j'attire que les anciens, ça doit être une moto vraiment de vieux, à fortiori. Qui viennent me voir en disant « Ah, moi, j'avais une 1200 RT ». Mais il y en a au moins, mais 7 ou 8 qui sont venus me voir en disant « Moi, j'avais une 1200 RT ». C'est un truc de fou quand même. Hein. Compare en disant « Mais elle est belle, hein, mais moi, j'avais une 1200 RT ». Je crois que je suis arrivé. Eh oui. Où je vais m'arrêter? Bah tiens, je vais m'arrêter là. Juste devant la Gondrée dont je vais vous parler. On est au Pegasus Bridge, c'est écrit. C'est comme le Port Salut. Alors on va couper déjà. Allez, je vous retrouve tout de suite les amis. Nous sommes ici au port de Bénouville. Derrière moi se trouve le canal de Caen qui relie le port de Caen au port de Ouistreham et la Manche. Le 5 juin 1944 à 23h, après un entraînement intensif à l'échelle réelle, des commandos britanniques de la 6e Airborne Division, surnommés Pégase, décollent à bord de 3 planeurs silencieux et les pilotes parviennent à se poser à minuit 16, minuit 17 et minuit 18, à peine 50 mètres du pont et sans attirer l'attention des soldats allemands présents. Ces soldats ont été les premiers à fouler le plancher des vaches français le jour J. Le café Gondrée, ici présent, dans lequel se trouvaient Thérèse et Georges, reste la première maison de France continentale à avoir été libérée. Pour en revenir au pont lui-même, il avait été initialement construit en 1935, mais pour pallier à l'usure du temps et pour accroître la largeur du canal, un nouveau a été construit. Celui qui s'y trouve actuellement a été inauguré lors du 50e anniversaire du débarquement en 1994. À 100 mètres du pont, un très beau musée mémoriel a été implanté, où on peut y voir entre autres le pont originel, un planeur et divers engins de combat et reconstitution de scène. Salut. Allez, let's go les potos. Je suis donc maintenant sur le site de la batterie de Merville. Toujours dans le Calvados, à vol d'oiseau, je suis à 2 km de la mer. Un peu à l'instar de la batterie de Longues-sur-Mer et d'une bonne dizaine d'autres, ce site permettait des tirs longue portée d'un canon de 150 mm, même si finalement elle ne comportait que des canons de 100 mm. Elle était équipée de 4 casemates construites entre août 1942 et mai 1944. Ces sites avaient été désignés top prioritaires par les hauts commandements.
Un important bombardement fut effectué au préalable, mais les bombes ne percèrent pas le blindage bétonné des casemates. Un incroyable assaut de la 6e Airborne britannique eut lieu dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Voilà donc la batterie de Merville, les poteaux. Ici, je me suis un peu excentré à l'est des plages du débarquement, et je suis au niveau de Merville-Franceville-Plage, et plus précisément, au niveau de la redoute de Merville. Qu'est-ce donc que ça? Non, ce n'est pas le siège du célèbre catalogue de vente par correspondance, mais un ancien édifice militaire construit sous Louis XVI en 1779. Je voulais absolument vous montrer cet édifice, car il s'agit du dernier vestige de l'ensemble défensif de l'embouchure de l'Orne. Il avait été construit pour parer d'éventuelles attaques et protéger la ville de Caen des Anglais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, craignant un débarquement dans l'embouchure permettant le mouillage de grands vaisseaux, n'ont pas manqué de l'incorporer dans leur système défensif du mur de l'Atlantique, en y construisant aux alentours d'autres casemates et bunkers, faisant de ce lieu un point de défense lourde. Cette redoute, construite en partie en pierre de parement de Caen, est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1978. Elle servait surtout aux Allemands de point d'observation, ces derniers pouvant facilement communiquer avec la très importante batterie de Merville, située à 2 km à vol d'oiseau dans les terres où nous venons de nous rendre. Finalement, elle sera abandonnée par les Allemands, sans combat, le 18 août 1944. Voilà les amis, c'est l'heure pour moi de vous laisser avec cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous savez que c'est toujours bon pour le référencement. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis on en a terminé pour la Normandie. Allez, portez-vous bien et ride safe et faites de la moto. Bye bye. Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Voilà, dans ma maison, qui n'est pas ma maison.